Donc, maintenant, je vais présenter notre invité, Alain Grech, ce soir, et après, je lui passerai la parole. Voilà. Alain Grech est journaliste et historien, spécialiste du Proche-Orient, et plus particulièrement du conflit israélo-palestinien. Ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, fondateur et toujours directeur des sites d'information en ligne Orient 21 et Afrique 21. Orient 21, c'est un site d'information sur le monde arabe, le monde musulman et le Moyen-Orient. Je vous invite tous, l'abonnement à ce site est gratuit et là, vous pouvez trouver un ensemble d'informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Je vous invite donc à vous abonner gratuitement, je précise, à ce site. Alain Grech a écrit plusieurs ouvrages importants sur le conflit israélo-palestinien. Sa thèse intitulée OLP, Histoire et Stratégie de 1983 est considérée par les spécialistes comme un travail très profond sur le mouvement palestinien. Il a écrit aussi Israël-Palestine, vérité sur un conflit. C'est une version aujourd'hui qui est à l'entrée, une version actualisée de 2024. Alors, c'est une synthèse accessible de l'histoire d'Israël et de la Palestine depuis 1947, avec chronologie et carte ancrées dans le temps long, qui est devenu une référence. Le deuxième livre sur la question « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» chez Actes Sud de 2010. De quoi la Palestine est-elle donc le nom? D'un antisémitisme sans cesse recommencé, de la haine de l'Occident nourrie par le monde musulman ou d'un ordre colonial finissant? Ce livre change radicalement notre perspective sur le conflit. Il est aussi en vente à l'entrée. Vous pouvez vous le procurer. Avec Hélène Aldeguer pour les dessins, Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française, à la découverte, est une édition actualisée et augmentée en 2023 aux éditions Libertalia. C'est une BD qui est vraiment très intéressante. L'ouvrage raconte un demi-siècle de relations franco-israélo-palestiniennes. Il est destiné à la fois aux néophytes et aux connaisseurs. L'histoire est racontée sous forme graphique et les propos des personnages sont tous authentiques. Alors, avec tout ça, avec ce CV, vous devez être un peu surpris de son absence des grands médias depuis le 7 octobre. Alors qu'on voit défiler sur les plateaux des spécialistes déclarés de Proche-Orient sans qu'on sache d'où ils parlent et quelles sont leurs compétences. Alors, le livre dont il est question aujourd'hui, que Alain Grech va présenter, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir, au lien qui libère, 2024. Il écrit à chaud, il dit, comme il dit, mais avec toute la rigueur scientifique de l'historien. Il analyse calmement les événements du 7 octobre, dans toute leur profondeur historique. Dans ces 190 pages, il démontre la montagne de mensonges véhiculés et les rouages de l'information en France sous l'influence israélienne, qu'il résume par la formule « l'armée israélienne dans votre salon ». Il démontre que le conflit israélo-palestinien est un conflit colonial. Le parallèle avec le colonialisme français en Algérie est parlant. Il décrit l'atmosphère créée par les médias comme moyen de justifier le génocide en cours. Il reprend l'histoire du conflit comme cadre indispensable pour la compréhension et éclaire les questions sans cesse posées. Les Palestiniens sont-ils les éternels agresseurs? Israël, en tant qu'État occupant, peut-il invoquer la légitime défense? Quel usage du concept du terrorisme? La perspective historique dans l'étude de l'utilisation du concept est éclairante. Quelles sont les conséquences de la pratique par l'Occident du deux poids, deux mesures et du soutien inconditionnel de l'Occident à Israël? Ce livre, pour moi, est une œuvre de salubrité publique et intellectuelle. Il nous permet de nous soustraire au terrorisme intellectuel ambiant et introduit une dose de rationalité indispensable dans le débat.
Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Alain Grech pour la présentation de son livre. Bien, merci aux amis du Temps des Cerises, à la librairie Les Volcans, à la FPS, enfin à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Merci à vous d'être présents. Bon, donc je vais essayer de parler un peu de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre en remontant bien avant, pour essayer à la fois d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé vraiment et qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui après le 7 octobre, et aussi quelles sont les raisons pour lesquelles les différents pays occidentaux, notamment la France, se sont placés aussi clairement du côté d'Israël. Avant de parler de ce qui se passe au 7 octobre, parce que, bon, c'est à écouter les médias, à écouter beaucoup de gens, on a l'impression que l'histoire de la région a commencé le 7 octobre. Il est important de se poser une première question que je formule de la manière suivante. Qu'est-ce qui se passait le 6 octobre ? C'est-à-dire, est-ce qu'à la veille de l'action sur laquelle je reviendrai de manière détaillée du Hamas et de ses alliés contre Israël, on était dans une situation qui permettait d'espérer même une solution de la question, du problème palestinien, ou est-ce qu'on était dans une impasse ? Je rappelle qu'à la veille du 7 octobre, on est dans une situation où le blocus de Gaza se poursuit depuis 15 ans, malgré toutes les résolutions des Nations Unies, malgré toutes les promesses d'Israël de le lever, sans qu'il y ait la moindre perspective que ce blocus soit levé. D'un autre côté, on est dans une situation où, en Cisjordanie, où le Hamas ne joue pas un rôle majeur, l'offensive israélienne contre les Palestiniens se poursuit de manière très importante, avec un développement de la colonisation, avec une répression très sanglante. Et il faut savoir qu'entre le 1er janvier 2023 et le 7 octobre 2023, il y a environ 700 morts en Cisjordanie, par l'armée israélienne essentiellement, mais aussi par les colons, un chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis la seconde intifada. Donc on est avec une répression très importante des Palestiniens. Aucune négociation, évidemment, menée par le gouvernement israélien avec les autorités palestiniennes, considérées par la communauté internationale comme légitimes, l'autorité palestinienne, et donc aucune perspective qu'on aille vers quoi que ce soit de solution. Puis on est aussi dans une situation où l'offensive israélienne contre Jérusalem-Est et les lieux saints de l'islam se multiplie, avec la volonté de certains de construire le troisième temple sur l'esplanade des mosquées, avec les restrictions posées au fait que les Palestiniens musulmans puissent aller prier sur la mosquée. Et on est enfin avec, à l'époque, je crois, 5 à 6 000 prisonniers palestiniens, dont 3 000 sont ce qu'on appelle des prisonniers administratifs. Prisonniers administratifs, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une invention tout à fait étonnante, d'ailleurs, qui est une invention du colonialisme britannique. Ça n'a pas été une invention israélienne. C'est, vous arrêtez quelqu'un, vous le mettez en prison, sans jugement, pour 6 mois, renouvelable tant que vous voulez. En d'autres termes, moi j'appelle ça des otages. Donc il y a des milliers de Palestiniens qui sont des otages. Donc ça, c'est la situation générale, avec un élément supplémentaire par rapport à cette situation, si on peut dire, c'est qu'au début, à la fin 2022, la coalition qui arrive au pouvoir sous la direction de Netanyahou comporte un certain nombre de ministres, j'allais dire d'extrême droite, mais je ne suis pas sûr que Netanyahou lui-même ne soit pas d'extrême droite, mais disons de ministres suprémacistes, ce qu'on appelle les suprémacistes juifs, c'est-à-dire ceux qui disent très clairement, en fait, les droits des juifs en Palestine sont supérieurs aux droits des Palestiniens. Les figures les plus connues, c'est les ministres Ben Gvir et Smotrich, qui ont en charge, en fait, dans le gouvernement, pratiquement la gestion des territoires occupés.
c'est-à-dire à la fois de la sécurité dans les territoires occupés, la construction des colonies, etc. Donc on est à la veille du 7 octobre dans une situation d'impasse totale de la question palestinienne. Et il y a un autre élément qui est très important, c'est qu'on est une situation de, on peut dire, d'oubli de la question palestinienne. En septembre 2023, comme tous les ans, se tient l'Assemblée générale des Nations unies à New York, c'est tous les ans, et tous les ans, la plupart des chefs d'État y vont pour faire des discours, et Netanyahou y va, et il présente sa carte du Moyen-Orient en paix, où il dit « nous sommes pour la paix entre Israël et les pays arabes, etc., notamment avec l'Arabie saoudite », et il présente une carte dans laquelle la Palestine a disparu au sens propre, c'est-à-dire qu'elle a été simplement intégrée par Israël. Et ça se fait dans l'indifférence de tout le monde, en premier lieu des États-Unis évidemment, mais aussi des pays occidentaux. C'est-à-dire aujourd'hui, brusquement, nos gouvernants ont découvert que oui, il faudrait une solution à deux États, mais depuis des années, cette solution n'existe pas. Et les diplomaties occidentales n'y croient pas, et les diplomaties occidentales ne font rien pour faire qu'elle advienne. Donc on est vraiment dans une situation d'impasse totale. Et si on ne comprend pas cette impasse totale, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je crois que c'est très important à dire. Alors, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au 7 octobre, vous avez plusieurs interprétations. Une qui est celle des Israéliens et de notre gouvernement, et du président Emmanuel Macron qui l'a dit, c'est le plus grand massacre anti-juif depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est absurde. Les Palestiniens s'attaquent. Je vais revenir sur ce qui s'est passé exactement le 7 octobre. Mais quoi qu'il en soit, les Palestiniens ne s'attaquent pas à des Juifs. Ils s'attaquent à des Israéliens qui occupent leurs terres. Et comme ils le disent eux-mêmes, si ça avait été des Chinois, nous les aurions attaqués de la même manière. Et la volonté de présenter ça comme un grand crime antisémite est effectivement quelque chose qui a été utilisé comme une propagande et comme une manière de discréditer la lutte palestinienne, de discréditer le Hamas, etc. Pour comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre, je veux dire, on peut avoir différentes interprétations, mais il faut écouter ce que disent les protagonistes. Après, on peut dire ils ont tort, ils ont raison, mais le 7 octobre au matin, Ismail Haniyeh, qui est un des dirigeants du Hamas, qui va être assassiné à Téhéran quelques mois plus tard, fait un discours. Et un discours, il faut le dire, enfin, Orient 21, nous avons publié une analyse de ce discours. C'est un discours très rationnel, c'est-à-dire, encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais c'est un discours rationnel. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « la question palestinienne est en train d'être oubliée par les Israéliens, par la communauté internationale. Nous, ce qu'on veut démontrer le 7 octobre, c'est qu'il n'y a pas de sécurité possible pour Israël s'il n'y a pas de sécurité pour les Palestiniens. Et donc, ils vont s'attaquer à l'infrastructure. Enfin, il faut bien comprendre, c'est avant tout une opération militaire qui va prendre le contrôle de toutes les bases militaires. Il faut voir, Gaza est entouré de bases militaires. Il y a une demi-douzaine de bases militaires qui sont conquises par le Hamas et qui vont porter un coup. Ça va créer un traumatisme immense dans la société israélienne parce que le Hamas prouve qu'il n'y a pas de sécurité, que malgré la supériorité extraordinaire d'Israël, évidemment, sur le Hamas, sur tous les groupes palestiniens, etc., il n'y a pas de sécurité possible pour Israël s'il n'y a pas de sécurité pour les Palestiniens. Et c'est un coup militaire. Il faut dire, bon, je reviendrai sur les morts des civils et les crimes qui ont été commis. Mais en gros, il y a 1200 Israéliens qui vont être tués. Il y en a 450 qui sont des soldats et des policiers. C'est pas rien. C'est-à-dire, c'est une opération militaire qui veut ébranler le sentiment de sécurité d'Israël. Ensuite, dit Ismail Haniyeh, la question palestinienne est en train de disparaître. Et nous voulons la remettre au centre du débat politique et diplomatique. Et effectivement, on peut dire que de ce point de vue, ils ont réussi. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, à la veille du 7 octobre, tout le monde a oublié la solution à deux États. Aujourd'hui, tout le monde vous explique qu'il faut la solution à deux États, mais sans qu'on vous explique du tout comment on va y arriver, ni quelle pression on va faire sur Israël, ni sur comment on peut
obtenir d'Israël qu'il accepte la solution à 2 États qu'il refuse, alors qu'on n'est pas capable d'imposer à Israël un cessez-le-feu après 1 an et demi de combat. Mais donc il y a une rationalité, encore une fois, dans le discours de Hané. Et puis la troisième chose qu'il dit très clairement, il dit, la normalisation entre Israël et les pays arabes est en train d'avancer. Il y a des négociations assez avancées entre Israël, l'Arabie saoudite et les États-Unis pour essayer de faire avec l'Arabie saoudite ce que l'Israël a fait avec le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc, c'est-à-dire une normalisation qui laisse tomber la question palestinienne. Et effectivement, depuis le 7 octobre, cette normalisation va s'arrêter. Donc ça, c'est très important de comprendre, c'est-à-dire qu'il y a une rationalité dans l'action du Hamas et il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été atteints. Alors maintenant, il y a ce qui s'est passé le 7 octobre et les crimes de guerre, etc. Et je voudrais, avant ça, essayer de dire un mot sur le terrorisme. Parce que vous avez vu, après le 7 octobre, vous ne pouviez pas aller dans une radio sans qu'on vous demande de dénoncer le Hamas comme une organisation terroriste. Pratiquement toutes les forces politiques ont accepté l'idée qu'il fallait dénoncer le Hamas comme une force terroriste, sans jamais s'interroger sur ce que ça signifie. Moi, quand on me dit « est-ce que le Hamas est une force terroriste ?», je dis « je ne sais pas ce que ça veut dire ». Si vous voulez, il y a des organisations qui sont des organisations communistes, de libération nationale, fascistes, etc. Elles ont un objectif idéologique, politique. Aucune organisation n'a le terrorisme comme objectif. Le terrorisme est au mieux un moyen. Et encore une fois, personne n'a réussi, ni au niveau des Nations Unies, ni ailleurs, à définir le terrorisme. Et selon les pays, vous avez des listes des organisations terroristes qui sont extrêmement différentes. Ou bien des fois, vous avez des pays qui ont des actions assez étranges par rapport au terrorisme. Pour prendre un exemple que je cite souvent, en 2014, en Irak, vous savez, il y a la grande offensive de l'organisation de l'État islamique sur l'Irak. Et ils font le siège de la ville de Kobané, qui va être défendue et qui va porter un coup important à l'organisation de l'État islamique. Qui mène cette action? C'est des groupes kurdes, dont le Parti des travailleurs du Kurdistan. Et on a cette situation assez paradoxale que les pays occidentaux, dont la France, qui considèrent le Parti des travailleurs kurdes comme une organisation terroriste, vont leur envoyer des armes pour se défendre contre l'État islamique. C'est une manière de dire que, si vous voulez, un des problèmes de la terminologie de l'organisation terroriste, c'est que quand vous dites que c'est une organisation terroriste, vous dites en gros c'est le mal incarné. Et contre le mal, il n'y a pas de négociation possible. Et vous vous dites, ils n'ont pas d'objectif politique. S'ils font ça, c'est parce qu'ils sont méchants, ils veulent tuer des gens, etc. Or, les organisations ont des objectifs politiques. On peut les contester, les objectifs politiques. Mais les définir comme terroristes, c'est s'empêcher effectivement de réfléchir politiquement. Et nous le savons très bien au cours de l'histoire à quel point différentes organisations ont utilisé l'arme du terrorisme. Moi, je préfère le terme de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Crime de guerre, ça veut dire quoi? Tuer des civils. Oui, beaucoup d'organisations dans l'histoire, non gouvernementales ou des États, ont mis en cause ont tué des civils. Et aujourd'hui, on qualifie ça de terrorisme. Mais comme je dis, si la Cour pénale internationale avait existé à la fin des années 50, elle aurait inculpé les dirigeants français et les dirigeants du Front de libération nationale algérien pour avoir tué des civils. Et c'est vrai que les deux ont tué des civils. Mais vous vous rendez bien compte que c'est passé aussi à la question fondamentale qui était posée en Algérie, qui était celle de l'indépendance du peuple algérien. Alors, après, on peut discuter sur quel type d'action militaire mène telle ou telle organisation, ou essayer de comprendre en tous les cas pourquoi, à certains moments, une organisation utilise la violence et vise des civils. Je veux dire, et toutes les organisations de libération nationale
qui ont utilisé l'arme de la violence contre les civils l'ont fait de manière différente selon les circonstances. Des fois parce que c'est au départ, des fois parce que c'était indispensable compte tenu de la différence des forces entre l'armée coloniale ou l'armée du pays dominant et les guerres de libération. On se souvient de cette fameuse formule de Larbi Ben Mehdi, dont la France vient de reconnaître qu'elle l'avait tué, qui était un des dirigeants du FLN algérien, qui est interrogé par les journalistes français qui lui disent « Mais comment vous mettez des bombes dans des couffins et vous mettez ça dans des cafés ?» Il leur répond « Écoutez, vous me donnez vos mirages, bon, je vous donne mes couffins. » Donc, il y a une telle différence de force qu'on... Enfin, il ne s'agit pas de comprendre ni de justifier, enfin, il ne s'agit pas de justifier, mais on peut essayer de comprendre pourquoi, à un moment, des organisations utilisent la forme de violence de tuer des civils. Et puis, il y a une autre chose encore plus importante quand on parle du terrorisme, c'est OK, mettons-nous d'accord sur le fait qu'une organisation terroriste, enfin, une organisation utilise des méthodes terroristes, c'est-à-dire tue des civils. Oui, le Hamas tue des civils, c'est vrai. Oui, le Hamas a visé des civils, je vais revenir sur le 7 octobre. Mais si le Hamas a tué des civils de manière, je dirais, presque artisanale, ça fait 450 jours qu'Israël tue tous les jours de manière industrielle des civils. Et à ce moment, il faut dire que si on utilise le terme terroriste pour le Hamas, il faut l'utiliser pour l'État d'Israël. Donc, réellement, je veux dire, faisons attention sur cet usage du terme terrorisme, parce que je dois dire à ma grande déception que c'est un terme qui a été repris par toutes les forces politiques en France. Ce sont des terroristes, parce qu'ils tuent des... Je pense que ça n'a, encore une fois, comme je dis, ça ne permet pas de comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre, et ça ne permet pas de voir quelle est la solution. Et puis, on sait que c'est avec des terroristes qu'il faudra négocier. On a négocié l'indépendance de l'Algérie avec le FLN algérien. Je dirais, les groupes sionistes armés en 47-48 sont dénoncés par les Britanniques comme des terroristes, et c'est avec eux qu'ils ont négocié l'indépendance d'Israël. Et l'ANC a été considérée comme terroriste. C'est-à-dire, l'ANC a moins utilisé la violence contre les civils, mais aussi, si vous voulez, l'ANC avait des atouts que les Palestiniens n'ont pas eu sous cette forme. L'ANC avait le soutien de la large partie de la communauté internationale. Ils avaient à l'époque une aide importante, y compris militaire, de l'Union soviétique et du camp socialiste. Ils avaient la présence des forces cubaines en Angola qui les ont aidés. Et il y avait une légitimité de leur lutte que personne ne mettait en cause. Et donc, leur usage de la violence a été moins important que d'autres mouvements. Mais quand vous fermez toutes les portes, et je veux dire en Palestine, c'est ce qui s'est passé avec l'échec des accords d'Oslo, c'est ça qu'on a fait. On a fermé toutes les portes aux Palestiniens. On ne peut pas s'étonner à ce qu'il y ait cet usage de la violence. Et puis pour aller encore plus loin dans la critique de ce terme de terrorisme, au sens terroriste, au sens où c'est employé aujourd'hui, c'est quand vous vous attaquez à des objectifs et que vous tuez des civils. Mais la résistance française l'a fait. Le groupe Manouchian qui menait des actions en région parisienne, il s'attaquait aux bordels et aux restaurants qui étaient fréquentés par des officiers allemands, mais dans lesquels il y avait plein de civils. Et il y a eu plein de civils tués. Et personne aujourd'hui n'oserait dire que le groupe Manouchian était un groupe terroriste. Voilà. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les actions violentes sont du même type. Je vais revenir sur le 7 octobre, ce qui s'est passé, l'ampleur des crimes qui ont été effectivement commis par le Hamas. Ce n'est pas la même chose, etc. Mais encore une fois, n'acceptons pas l'usage du terme terrorisme pour masquer le fait qu'on ne peut pas s'attaquer aux racines politiques du problème. Et les racines politiques du problème en Palestine, c'est le refus du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et c'est ça qui est la cause des violences. Et qu'on ne peut pas dénoncer les violences si on ne dénonce pas ça. Et on ne peut pas dénoncer les violences si on ne fait pas tout pour que le droit à l'autodétermination des Palestiniens soit effectivement appliqué. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre ? Donc,
C'est une opération menée essentiellement par le Hamas et un certain nombre de groupes alliés, le djihad, le 7 octobre à l'aube, et qui va... ils vont, casser ce qu'on appelle la division Gaza, qui est la division israélienne qui est censée encercler Gaza, et les défenses israéliennes vont s'écrouler en quelques heures, à la surprise générale. Et puis, moi j'ai eu un témoignage, parce que j'ai un ami égyptien qui était présent, qui est marié à une Palestinienne de Gaza, qui était là-bas au même moment, et qui m'a raconté comment ça s'est passé. Les gens ont appris que les frontières, enfin les gens de Gaza ont appris que les frontières étaient ouvertes. Et il y a des milliers de Palestiniens qui sont allés, alors, avec des camions et des motos et tout, pour piller d'abord. Parce que, je veux dire, ils vivent dans une situation où prendre n'importe quelque chose... Enfin, je veux dire, j'ai dit, il y a 15 ans de blocus. Un certain nombre d'entre eux ont été prendre des otages. Vous savez qu'il y a eu 250 otages qui ont été pris. Le Hamas n'avait pas du tout comme objectif d'autant d'otages, parce que c'est très difficile à gérer les otages, il faut les cacher, il faut les trucs, etc. Mais la population a fait. Pourquoi ils le font? Parce qu'il n'y a pas une famille en Palestine qui n'a pas des gens en prison et qui se sont dit on va prendre des Israéliens et on va les négocier contre les gens qu'on connaît en prison. Et puis il va y avoir des civils qui vont être tués. Alors, on sait maintenant qu'une partie de ces civils ont été tués par les Israéliens. C'est-à-dire, il y a en Israël, depuis 2006, une directive qui s'appelle la directive Hannibal, qui autorise l'armée israélienne à tirer sur des groupes qui ont emmené des otages au risque de tuer les otages. Ça, c'est un truc qui a été reconnu par la presse israélienne. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'otages qui ont été tués par des bombardements israéliens. C'est-à-dire, il y a eu pendant 48 heures une vraie panique dans la direction militaire israélienne. Ils ne savaient pas qui est qui, etc. Et il y a un fait qui, moi, me semble assez caractéristique, c'est qu'au départ, on a annoncé 1400 morts. Et puis, du jour au lendemain, les Israéliens ont dit non, il y en a eu 1200, mais sans jamais vraiment expliquer, mais il fallait aller fouiller dans la presse israélienne pour découvrir. C'était des gens qui étaient tellement brûlés que les Israéliens avaient cru que c'était des Israéliens, alors que c'était des Palestiniens. Or, ces gens qui ont été brûlés n'ont pu être brûlés que par l'armée israélienne, parce qu'il fallait des armes qu'on ne pouvait lancer que par des hélicoptères ou des avions, que, évidemment, les Palestiniens n'avaient pas. Ceci étant, je ne sais pas combien ça représente, et de toute façon, les Israéliens ne permettent pas vraiment aujourd'hui une enquête indépendante, mais il y a eu aussi un certain nombre de Palestiniens, des civils, qui ont été tués par des Israéliens, des Palestiniens. On voit des vidéos où certains combattants palestiniens tirent sur des civils en disant « ceci est pour mon frère, ceci est pour mon père », c'est-à-dire comme un geste de vengeance. D'autres ont été tués. Bon, on sait qu'il y en a un certain nombre qui ont été tués par des Palestiniens. Ce sont des crimes de guerre. Comme vous savez, l'enlèvement des otages est un crime de guerre. Donc il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis par le Hamas, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais, bon, et c'est sans doute des centaines de personnes, même si c'est vrai que, une partie importante des victimes, vous savez, c'est le fameux festival Nova de jeunes qui faisaient la fête à 3 km de Gaza, qui ont été pris là-dedans. Personne ne savait qui allait avoir cette fête. Elle a été décidée au dernier moment. Les Palestiniens sont tombés dedans, sont arrivés dedans, et donc il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués comme ça. Donc il y a eu incontestablement des crimes de guerre et peut-être, selon la Cour pénale internationale, peut-être des crimes contre l'humanité si c'est d'une ampleur importante. Mais là, ça amène à revenir sur ce que je disais au départ sur le terrorisme.
comment dire, ces crimes de guerre, si vous voulez, il y a le droit international humanitaire qui est ce qui, depuis 1945, permet de protéger les populations civiles et qui est très important, c'est-à-dire la définition des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, etc. Effectivement, comme je dis, on peut juger à juste titre et les dirigeants du Hamas et les dirigeants israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais encore une fois, il faut quand même comprendre qu'à l'origine de ça, on ne peut pas simplement avoir une position de type humanitaire en disant c'est pas bien de tuer les civils d'un côté et de l'autre. D'abord, comme je l'ai dit, c'est pas la même échelle, mais au-delà de ça, c'est dire la cause du conflit n'est pas la même. Enfin, la cause du conflit, c'est elle qui est à l'origine des crimes qui sont commis. C'est-à-dire, on ne peut pas penser qu'il n'y aura pas de crimes alors qu'on laisse se perpétuer l'occupation et l'oppression de la population palestinienne. Et puis, il y a une autre chose aussi que je raconte dans le livre et qui me semble très importante à comprendre. C'est un exemple historique qui permet de comprendre. En 1956, vous savez, Gaza, c'est un territoire palestinien qui était prévu pour l'État palestinien. Et dans la guerre entre 1948 et 1949, qui a vu la naissance de l'État d'Israël, ce territoire, une partie de ce territoire est passée sous contrôle égyptien. Mais il est resté autonome. Une partie a été annexée par Israël. En 1956, il y a un jeune garde autour de Gaza vont se construire toute une série de kibbutz. Et un garde de kibbutz est, en 1956, assassiné par un groupe de Palestiniens. Et ça provoque une immense émotion en Israël. Et Moshe Dayan, qui est un des principaux dirigeants militaires israéliens, à l'époque, il est chef d'état-major de l'armée israélienne, il va être le vainqueur de 1967, il va être ministre de la Défense, etc., est chargé de dire l'éloge de ce jeune auprès des jeunes des kibbutz. Et il fait un discours assez étonnant. Il dit la première chose qu'il faut comprendre de cet incident, c'est que nous sommes là par la force et nous ne pourrons résister que par la force, que par le fait que nous serons forts, donc il faut nous armer, etc. Donc ce n'est pas du tout un discours pacifiste. Mais en même temps, il dit autre chose qu'aujourd'hui aucun dirigeant israélien n'oserait dire. Il dit, on est 56, on est 8 ans après la création de l'État d'Israël. Il dit, il faut que vous compreniez que les gens qui sont de l'autre côté des barbelés, c'est les gens dont vous avez pris les terres. Vous êtes installés dans leur maison. Et eux, ils sont dans la misère et ils vous voient à travers ces barbelés. Ils ne peuvent pas vous aimer. Je veux dire, ils peuvent pas. Il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas d'entente possible avec eux. Et je crois que c'est très important à comprendre. Souvent, dans le discours israélien aujourd'hui, vous avez toujours quelqu'un qui vous dit les manuels palestiniens prônent la violence et la haine contre les Israéliens. Mais à quoi les Palestiniens répondent? L'action des Israéliens suffit à créer la haine. Je veux dire, alors on pourrait espérer que les gens aient des sentiments qui ne se traduisent pas forcément par la haine de l'autre, etc. Et c'est vrai qu'il y a des Palestiniens qui, malgré tout ce qui leur arrive, n'éprouvent pas ce sentiment de haine. Mais il y en a qui l'éprouvent, et on peut comprendre que ce sentiment existe. Il y a un sentiment de haine à l'égard des gens qui ont conquis vos terres, qui vous ont chassé de chez vous, etc. C'est important. Et vous avez entendu beaucoup de commentaires dire mais ces kibbutz qui étaient autour de Gaza, c'était des pacifistes, etc. Encore une fois, ils avaient beau être pacifiques, ils s'étaient construits sur des terres qui appartenaient aux Palestiniens. Et ça m'amène à dire quelque chose, bon, je n'aurai pas le temps de développer, mais peut-être on pourra revenir, sur la société israélienne elle-même. Il y a beaucoup de choses qu'on lit sur Israël, qui mettent l'accent sur Netanyahou et ses alliés d'extrême droite. Comme si l'opposition qui
qui a régné en 2022 était finalement une opposition libérale, démocratique, etc. Or, l'opposition qui a été majoritaire en 2022, c'était la seule période dans les 20 dernières années où Netanyahou n'a pas été Premier ministre, elle a mené exactement la même politique que Netanyahou, c'est-à-dire une politique de colonisation, une politique de guerre. Ils ont mené une guerre à Gaza. Ils n'ont pas fait un pas en avant pour essayer de trouver une solution négociée, etc. Et aujourd'hui, quand vous écoutez, c'est-à-dire, on n'en parle pas beaucoup parce que la presse française, je ne sais pas si, enfin, elle fait pas son travail non plus, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais aujourd'hui, les déclarations que vous entendez par rapport à Netanyahou de l'opposition, c'est pourquoi il n'occupe pas le Liban du Sud, pourquoi il ne détruit pas encore plus Gaza. On n'est pas du tout dans une opposition qui serait une opposition, je dirais, très sympathique, disons. Alors, il y a une chose qui a peut-être aidé à ça, c'est le fait que en 2023, vous vous souvenez, il y a eu des grandes manifestations en Israël qu'on a pu suivre à la télévision. Il y a eu des centaines de milliers de gens qui ont manifesté contre la réforme de la Cour suprême. C'est-à-dire, en fait, une tendance qui est en Israël, mais qu'on voit ici, qu'on voit aux États-Unis, mais qu'on voit en France, c'est l'idée qu'il faut se débarrasser de l'état de droit. Et donc, les gens sont descendus massivement défendre l'état de droit. Mais il faut bien comprendre qu'en Israël, l'état de droit, c'est l'état de droit pour les Juifs. C'est la Cour suprême dont on fait l'éloge partout. C'est la Cour suprême qui a approuvé à peu près toutes les lois racistes qui ont été adoptées en Israël, qui accepte le fait qu'il puisse y avoir deux poids, deux mesures selon qu'on est palestinien ou palestinien ou juif. C'est bon. Alors de temps en temps, elle fait des. Enfin, je ne veux pas non plus noircir totalement le tableau. De temps en temps, elle a pris quelques petites décisions, mais globalement, les Israéliens sont descendus dans la rue pour défendre la démocratie pour les Juifs. Alors tant mieux d'ailleurs, personne ne souhaite qu'il y ait une dictature chez les Juifs, mais ça n'avait pas de rapport avec la question palestinienne. Et une des choses qui était frappante, c'était l'aveuglement de ce mouvement massif en faveur de l'état de droit à la question palestinienne, sans voir que la détérioration de l'état des libertés et de la justice en Israël est le résultat direct de l'occupation. Un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. Et ça, c'est une chose qui est aujourd'hui, malheureusement, absente de la société israélienne. Et il faut dire que les forces israéliennes, juives israéliennes, qui se battent pour une solution de la question palestinienne, pour des droits égaux, sont très minoritaires. Elles sont magnifiquement courageuses. Elles sont bien organisées avec B'Tselem, qui est la principale organisation des droits humains, Breaking the Silence, qui organise les soldats après leur service militaire. Il y a des journaux comme Plus 972 ou Haaretz qui jouent un rôle important. C'est important que ça existe. Mais aujourd'hui, c'est des voix qui... Enfin, déjà avant le 7 octobre, elles n'étaient pas énormément audibles. Mais aujourd'hui, après le 7 octobre, quand même, la voix dominante chez les Israéliens, c'est exterminons-les tous. C'est-à-dire, quand il y a des sondages dans la population juive israélienne, 80% des gens approuvent l'idée qu'on affame les populations de Gaza. Donc, voilà. Bon. C'est un problème d'ailleurs parce que c'est évidemment un problème pour l'avenir. Bon, je fais juste une petite digression là. Bon, on parlera des solutions possibles ou non. Je veux dire, aujourd'hui, le seul, à mon avis, objectif réel, c'est le cessez-le-feu à Gaza. Je veux dire, je ne pense pas qu'on puisse imaginer une solution dans les politiques dans les mois qui viennent. Mais si on regarde objectivement la situation dans la Palestine historique, c'est-à-dire la Palestine telle que ses frontières ont été fixées au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a sur le territoire de la Palestine-Israël en gros 7,5 millions, 8 millions de Juifs, 7,5 millions, 8 millions de Palestiniens. Et aucune solution n'est possible qui ne prend pas en compte cette réalité. Et on peut dire que c'est à la fois la création d'Israël,
c'est un immense succès pour le mouvement sioniste, mais c'est aussi un immense échec parce qu'ils n'ont pas été capables d'éliminer les populations locales. Vous savez, dans l'histoire du colonialisme de peuplement, les exemples de colonialisme de peuplement sont relativement rares. L'essentiel du colonialisme, c'est fait par, comme je dis, le Royaume-Uni dirigeait l'Inde avec quelques milliers de fonctionnaires et dirigeait 500 millions d'Indiens. Il n'y avait pas du tout cette volonté de remplacer les populations. Mais il y a eu des cas de colonialisme de peuplement. L'Algérie en est un, l'Australie, l'Amérique du Nord. Il y a deux cas de figure. Soit les populations, les colons se sont débarrassés plus ou moins totalement des colonisés. C'est le cas de l'Amérique du Nord, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Au mieux, on a un rétablissement, une reconnaissance des droits de ce qu'on appelle les peuples premiers, mais enfin sans que ça ait des conséquences politiques. Ou bien les colons sont restés minoritaires, ils ont été en général chassés ou ils sont partis. C'est le cas des colonies portugaises, c'est le cas de l'Algérie, évidemment. Et puis, il y a un cas qui est un cas particulier, c'est le cas palestinien-israélien, c'est que sur le territoire historique, il y a autant de colonisés que de colons. Et donc, c'est un problème pour les Palestiniens dans la mesure où, dans les luttes de libération, en général, l'atout du nombre a été un atout très important. Mais c'est aussi un problème pour les Israéliens parce que, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à régler, entre guillemets, cette question palestinienne. Et ça m'amène à dire une chose sur le... Je ne vais pas développer sur ce qui s'est passé à Gaza. Je veux dire, vous l'avez vu, Amnesty International. On est vraiment une destruction totale du territoire, mais pas seulement pas évidemment seulement des capacités du Hamas, mais de tous les immeubles, des hôpitaux, des écoles, des cimetières. Enfin, je veux dire, il y a une volonté de rendre, au sens propre, Gaza inhabitable, avec sans doute la volonté d'une partie du gouvernement israélien de recoloniser une partie de Gaza, au moins le nord du territoire. Mais au départ, l'objectif, après le 7 octobre, c'était de se débarrasser des Palestiniens. Quelques jours après le 7 octobre, les Américains commencent à discuter avec les Israéliens et ils leur disent en gros, oui, vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit d'attaquer, etc. Mais il faut protéger les populations civiles. Ils vont avoir ce discours pendant 1 an sans jamais rien faire pour obtenir réellement qu'Israël protège les populations civiles. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse de Netanyahou qui leur dit oui, mais tout à fait, vous avez raison, il faut protéger. On vous propose de les envoyer en Égypte. Comme ça, ils ne seront pas... voilà, s'ils sont envoyés en Égypte, nous ne les tuerons pas. Bon, je ne sais pas si les Américains ont pris ça au sérieux. En tous les cas, ce qui était sûr, c'est que l'Égypte était... Il était hors de question pour l'Égypte d'accepter d'avoir dans le Sinaï 2,5 millions de Palestiniens. Le Sinaï est déjà une zone extrêmement instable et accueillir 2,5 millions de Palestiniens, c'est hors de question. Mais ça montre quand même que le projet de se débarrasser des Palestiniens, il est toujours présent dans l'action israélienne. Mais face à ça, il y a une résistance qui n'est pas seulement une résistance armée, il y a une résistance qui est, comment dire, résister avec les pieds, si je peux dire. C'est-à-dire le fait de... Les Palestiniens de Gaza savent que s'ils s'en vont, ils ne reviendront pas. En Cisjordanie aussi, ils savent que s'ils s'en vont, ils ne reviendront pas. Donc il y a une volonté de s'accrocher à la terre qui est aussi une forme de résistance et qui rend l'objectif israélien, d'ailleurs, aujourd'hui... Une des choses qui est frappante dans la guerre de Gaza, c'est qu'on a l'impression que Netanyahou et son gouvernement sont engagés dans une guerre sans fin dont eux-mêmes ne voient pas la fin. C'est-à-dire, à Gaza, ils ont détruit l'essentiel de l'infrastructure militaire du Hamas, mais en même temps, d'un côté, ils n'ont pas libéré les otages. La seule fois où ils ont libéré un nombre important d'otages, une centaine, c'est quand il y a eu des négociations, et que malgré tout ce qu'ils ont dit, les bombardements n'ont pas libéré d'otages. Et deuxièmement, ils savent aussi qu'ils n'ont pas éradiqué le Hamas. Si demain il se retirait, le Hamas, qui est une organisation dont il faut rappeler quand même qu'elle a gagné les élections en 2006, qu'elle représente une partie de la société israélienne, ne va pas disparaître. Donc,
ils sont pris dans une impasse. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont étendu la guerre au Liban, porté des coups très importants au Hezbollah. Ils ont porté aussi la guerre en Syrie. Netanyahou dit on mène une guerre sur 7 fronts, je crois, ou 6 fronts, je ne sais plus. C'est-à-dire ça va de la Cisjordanie, Gaza, le Liban, le Yémen, la Syrie, l'Irak, etc., etc. C'est une guerre sans fin qui d'ailleurs, du point de vue israélien, est un problème. C'est-à-dire que Israël, dans son histoire, a toujours privilégié les guerres courtes. Parce que d'abord, ils n'ont pas beaucoup de soldats. C'est-à-dire, même s'ils peuvent mobiliser toute la population, la mobiliser de manière permanente, c'est un coût énorme. Et on le voit aujourd'hui avec le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui ne vont plus faire leur... qui vont plus... Vous savez, il y a, les gens ont fait cette année 200 ou 250 jours de réserve. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à fournir. Ils ont une domination totale dans les airs, parce que ça, il suffit de bombarder. Mais dès qu'il s'agit d'aller sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. Et on le voit aussi bien d'ailleurs à Gaza qu'au Liban Sud, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et donc là, aujourd'hui, ils sont dans une impasse et on voit mal quelle est leur stratégie de sortie. Alors, ils ont effectivement porté un coup très important au Hezbollah, mais ils ne l'ont pas éliminé, ils n'ont pas été capables d'occuper le Liban Sud. Donc, ils portent la guerre maintenant en Syrie. Bon, je ne vais pas développer sur la chute du régime de Assad, peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion, mais ils sont sur tous les fronts sans avoir les forces pour mener cette bataille. Et puis, ils ont un front intérieur qui est solide du point de vue idéologique, c'est-à-dire que les gens soutiennent plutôt les politiques du gouvernement, mais en même temps où une partie des gens votent avec leurs pieds, c'est-à-dire s'en vont. Alors, ce n'est pas des millions de gens, mais enfin, c'est des milliers, des dizaines de milliers de cadres, etc., qui ne voient pas d'avenir dans ce pays pour eux, pour leurs enfants. Donc, ils vont... vous voyez, il y a des queues devant toutes les ambassades occidentales pour essayer d'obtenir une double nationalité. Et je crois qu'il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui ont une double nationalité. Donc, il y a ça. Mais ça ne veut pas dire que le pays va se vider ou que les gens vont partir. Mais il y a une crise sociale, économique. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est peut-être le plus important de cette guerre, c'est que, évidemment, toutes les manifestations qui ont été faites un peu partout n'ont pas suffi à arrêter le génocide. Il faut le reconnaître, le génocide se poursuit. Il se poursuit de manière affreuse. Aujourd'hui, dans le nord de Gaza. En même temps, pour la première fois, on a un certain nombre d'instances internationales qui ont pris position et condamné Israël. Et ça, c'est sans précédent. La Cour pénale internationale, en inculpant Netanyahou et Yoav Gallant, son ancien ministre de la Défense, ont ouvert une porte à l'inculpation de centaines de cadres militaires israéliens. Et d'ailleurs, récemment, la presse israélienne révélait que l'état-major israélien avait donné des instructions à un certain nombre de ses officiers de ne plus se rendre à l'étranger. En plus, il y a maintenant toute une série, en s'appuyant sur la Cour pénale internationale, il y a toute une série de procédures militaires de procédures judiciaires qui sont mises en cause, en marche. En Belgique, un certain nombre d'associations va déposer plainte contre le nouveau consul général israélien qui a participé à la guerre de Gaza. Et on peut avoir, parce que la justice a quand même une certaine indépendance dans certains pays européens, on peut avoir des inculpations. Il va y avoir en France, dans pas très longtemps, une série d'organisations qui vont déposer plainte contre des soldats, des franco-israéliens qui ont participé à la guerre de Gaza. En plus, ce qui est terrible, mais bon, ça indique aussi quelque chose, c'est que vous savez, l'avocate irlandaise qui avait défendu l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice
la demande de l'Afrique du Sud d'obtenir que la Cour internationale de la justice dénonce l'offensive israélienne, et qui avait dit « c'est la première fois dans l'histoire qu'on assiste à un génocide en direct, filmé par ses victimes, qui appellent au secours et personne ne répond ». Et aujourd'hui, on peut dire que c'est le premier génocide dans l'histoire où il y a tout ça, et en plus où les génocidaires filment leurs propres actions. Ce qui est quand même extraordinaire. Je veux dire, d'abord, ça indique un effondrement moral sans précédent de la société israélienne, mais ça ouvre aussi la voie à des procédures partout dans le monde. Et ça, c'est effectivement dangereux. Et c'est intéressant parce que, pour indiquer l'état de la société israélienne, l'état-major israélien a donné des instructions très strictes à ses soldats en disant « n'envoyez pas des vidéos, etc. » Ça n'a aucun effet. Tellement ils ont l'impression d'être dans leur bon droit de lutter contre, comme ils disent, des animaux humains, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il faut voir les conséquences, enfin les suites judiciaires, mais dans la conclusion du livre, j'écris que Gaza est à la fois, bon, je veux dire, un terrible drame pour les Palestiniens, mais c'est aussi un conflit ou une guerre dans laquelle se joue l'avenir de l'ordre international. C'est-à-dire, si, j'écrivais, c'était avant la décision de la CPI, si Israël peut mener un génocide au vu et au su de tout le monde, sans conséquence, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre international. Ça veut dire que demain, la Chine enverra le Taïwan qui va dire c'est contraire à l'ordre international, tel régime décidera d'exterminer une partie de sa population, qui dira que c'est contre l'ordre international. Donc il y a quelque chose qui se joue là qui est vraiment important et qui dépasse Gaza. C'est pour ça aussi que Gaza est un conflit, je veux dire, quelque part emblématique. Et emblématique du monde qui vient, quoi. Alors, encore quelques autres remarques sur ce conflit. C'est un mot, oui, je voulais dire un mot sur la politique française, parce que c'est le thème de mon livre, Un chant d'amour, qui revient un peu sur les relations France, Israël, Palestine depuis 1967. Une des choses les plus frappantes quand même quand on regarde la politique française, c'est, et pour moi qui la suit à peu près depuis cette période de gaullisme, c'est de voir à quel point elle a changé. C'est-à-dire, on a eu pendant, disons, de Gaulle à Chirac, avec des inflexions différentes selon les présidents, Mitterrand, Giscard, etc., une politique qui était, en gros, il y a une occupation. Bien sûr, Israël a droit à l'existence, la France a toujours reconnu Israël dans ses frontières, etc., etc. Mais il y a un problème d'occupation qu'il faut régler, et pour ça, il faut reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens, et il faut reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine comme l'interlocuteur normal pour négocier. Et un peu, c'est cette ligne qui a abouti à ce qu'on a appelé le processus d'Oslo. Aujourd'hui, c'est toute la grille de lecture de ce conflit. Enfin, de ce conflit, j'aime pas le terme conflit, parce que quand on parle de conflit israélo-palestinien, on a l'impression d'un conflit entre deux égaux. Mais c'est tout le problème de comment on lit ce conflit. C'est-à-dire, avant, c'était un conflit lié à l'occupation. Depuis le 11 septembre 2001, petit à petit, pour les partis politiques comme pour les médias, finalement, la Palestine est devenue une partie de la guerre contre le terrorisme. Lancée par Bush en 2001, avec le succès qu'on sait en Irak, etc., etc. Mais petit à petit, on n'a plus vu la Palestine comme une résistance à une occupation, mais comme des terroristes qui se battent contre des pays occidentaux. Et évidemment, c'est un discours qui a été totalement promu par le gouvernement israélien, et notamment par
Netanyahou en disant c'est la lutte du bien contre le mal, c'est la lutte de la civilisation judéo-chrétienne contre les barbares, sous-entendu musulmans. Juste toujours une remarque que je fais sur la civilisation judéo-chrétienne, c'est, je ne sais pas ce que c'est, comme je dis, les millions de juifs que les chrétiens d'Europe ont massacrés au cours des 15 derniers siècles doivent se retourner dans leur tombe quand on leur dit qu'ils ont participé à une civilisation judéo-chrétienne. Mais ça indique une volonté de transformer la grille de lecture. Et en France, ça a particulièrement pris, plus qu'ailleurs, alors qu'on aurait pu penser que la France, justement, par cette tradition d'appui à une solution juste en Palestine, aux droits des Palestiniens, aurait résisté. Ça a plus pris ailleurs parce que le discours islamophobe en France a beaucoup plus porté que dans d'autres pays au nom de la défense de la laïcité. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Enfin, pour moi, il y a vraiment un rapport entre cette espèce de... C'est demain qu'on célèbre la loi de 1905, mais ce qui me frappe depuis... J'ai travaillé pas mal à un moment sur ces questions de laïcité. Aujourd'hui, ce qui a triomphé, ce n'est plus la laïcité de 1905, c'est une laïcité d'exclusion, ce que n'a jamais été la laïcité de 1905. La loi de 1905 est une loi de compromis entre les églises et le pouvoir, et n'a jamais été une loi d'éradication des églises. Aujourd'hui, il y a chez les politiques la volonté d'éradiquer les musulmans. Je ne sais pas si vous avez entendu l'autre jour, je ne sais plus sur quel poste de télé c'était, Pierre Manant, qui est un intellectuel pas du tout d'extrême droite, il écrit dans le Figaro, mais c'est bon, c'est comment dire, il a une certaine... enfin, je veux dire, c'est pas un polémiste vulgaire, je dirais. Il explique qu'il faut limiter le nombre de musulmans aujourd'hui en Europe. Je dis, et personne ne lui dit, mais vous imaginez ce que vous êtes en train de dire ? C'est ce que disait pas seulement Hitler, mais ce que disait toute l'extrême droite et une partie de la droite dans les années 30. Et on sait à quoi ça aboutit. Et aujourd'hui, cette manière de lier la lutte contre l'islam et la question palestinienne, et de nier qu'il y ait une question palestinienne sous prétexte que le Hamas est une organisation islamique et que donc, en fait, il ne lutte pas pour la libération nationale, c'est extrêmement inquiétant. Je pourrais revenir sur l'histoire du Hamas et ses motivations, sa stratégie, mais comme j'ai dit, c'est une organisation qui a gagné les élections. Elle a gagné les élections parce qu'elle a battu le Fatah, qui, depuis 15 ans, promettait un État palestinien en Cisjordanie et Gaza et qui n'avait abouti à rien. Donc, et pas du tout parce que les gens ont voté pour des islamistes radicaux. Et puis, je veux dire, s'ils ont un discours, à connotation religieuse, qu'il y a beaucoup dans le monde arabe et parfois dans le monde musulman, ce n'est pas ce qui permet de comprendre leur stratégie. Ce n'est pas en lisant le Coran que vous allez comprendre ce que veut le Hamas. Le Hamas est une organisation de libération nationale avec un discours très radical qui n'est pas très différent de celui que le Fatah avait dans les années 60 et 70. Quoi. Donc, il y a cette volonté, si vous voulez, de criminaliser la résistance palestinienne, de l'islamiser et d'en faire une partie. Et là, je pense qu'il y a une volonté israélienne délibérée, c'est-à-dire de faire délibérément, d'essayer de créer un front occidental contre le reste du monde qui menacerait les libertés, la démocratie, etc., etc. Et ça explique un peu ce tournant des forces politiques françaises, qui est quand même réellement la rapidité de ces tournants, est pour moi quelque chose de frappant. Que les républicains, qui sont l'héritier du parti gaulliste, puissent réclamer sans problème que l'ambassade de France passe de Tel Aviv à Jérusalem, indique quelque chose. Mais au-delà de ça, je veux dire, beaucoup de partis politiques, y compris à gauche, tiennent des discours des fois étonnants sur ce qui se passe en Palestine, parce que leur grille de lecture est une grille de lecture, je dis, c'est eux qui ont une grille de lecture religieuse. Il y a Daniel Schneiderman, dans une chronique qu'il avait fait une remarque qui m'avait, moi, beaucoup frappé, et je pensais qu'elle était tout à fait justifiée. Il dit, quand
quand on parle des banlieues ou on parle de Gaza, c'est le même langage qu'on emploie. C'est l'idée que nous sommes face à une menace islamique qui est la même ici et là-bas. Et si c'est ça, le cas, effectivement, Israël doit être notre allié. Et malheureusement, là-dessus, on n'a pas, je veux dire, la riposte, disons, des forces politiques n'est pas assez importante. Alors, dernière chose, quand même un peu sur les médias et aussi la situation politique en France. La France est un des pays où la répression contre la solidarité avec la Palestine a été le plus importante en Europe. Le seul qui nous batte, si je peux dire, c'est les Allemands. Et ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire, on n'a jamais vu des meetings et des manifestations interdites. Je dis, aujourd'hui encore, un débat avec Salah Hamouri, qui est un citoyen français, peut être interdit par les autorités. Je veux dire, c'est quand même des choses extraordinaires. Et ça exerce une pression énorme. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles on a eu plus de mal qu'ailleurs, peut-être dans d'autres pays européens à mobiliser, c'est cette pression. Et moi, je rencontre souvent des Français musulmans qui viennent me voir en me disant « Mais ce que vous dites, nous, on n'ose pas le dire. On ne peut pas le dire, parce que sinon, on va être accusé d'être terroriste. » Et je ne parle pas des gens qui sont des étrangers, qui, eux, évidemment, ne se risqueraient pas parce qu'ils ont peur d'être expulsés, etc. Il y a une pression très importante qui a été favorisée. Je ne suis pas revenu sur tous les mensonges qui ont accompagné le 7 octobre, parce que oui, il y a eu des crimes, mais l'histoire des 40 bébés égorgés, l'histoire de la rescapée d'Auschwitz qui aurait été mise dans un four, l'histoire de la femme enceinte éventrée, etc., tout ça, c'était des mensonges. Mais si vous voulez, des mensonges qui continuent à marquer. Moi, je rencontre encore des gens qui me disent « Ah oui, mais quand même, les bébés égorgés. » Il y a eu un bébé qui a été tué pendant le 7 octobre. Et c'était pas, personne ne l'a égorgé, il a été pris d'un coup de feu dans les combats. Il y a eu, je crois, on imagine, à Gaza, environ 800 nourrissons qui ont été tués depuis le 7 octobre. Voilà. Donc, il y a eu tous ces mensonges qui ont énormément pesé et une formidable opération de propagande, de menaces, réellement, je veux dire, de menaces aux libertés, je veux dire, aujourd'hui, qui fait que vous pouvez être inculpé d'apologie du terrorisme pour à peu près n'importe quelle déclaration ou d'antisémitisme encore. Je veux dire, je relisais certaines déclarations, je cite d'ailleurs du général de Gaulle, je veux dire, il serait aujourd'hui accusé d'antisémitisme. Je veux dire, c'est évident, quoi. Donc, il y a toute cette pression qui s'exerce. Et je dirais, des fois, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plein de manières. Il y a les associations de solidarité avec la Palestine, il y a BDS, il y a le fait que vous êtes dans des partis politiques, vous pouvez jouer un rôle pour que ces partis politiques soient plus actifs, etc. Mais il y a quelque chose que chacun de nous peut faire, c'est s'informer. Et s'informer vraiment, c'est-à-dire que la plupart des gens avec qui on discute, c'est des gens de bonne foi. Il y a des gens que vous ne convaincrez jamais. Mais la plupart des gens, c'est des gens de bonne foi. C'est des gens qui vont vous dire « Oui, il y a eu des dizaines de bébés tués, etc. » Il faut être capable de leur répondre. Il faut être capable d'argumenter. C'est une lutte difficile, mais je rappelle toujours, c'est le privilège de l'âge, en 1967, en France, il y a eu une campagne pro-israélienne sans précédent. Je veux dire, avec toute la presse écrite, à l'époque, la presse écrite, François, c'était 1 million d'exemplaires avec 10 éditions dans la journée, quoi, c'est-à-dire qui soutenaient Israël, etc., etc. Il y avait 2 forces qui ont résisté à ça. C'était De Gaulle et une partie des gaullistes, une partie seulement, et le Parti communiste, qui à l'époque représentait 20% de la population. Donc, et petit à petit, ça a changé. Ça a changé, l'opinion française a changé, d'abord grâce à la lutte des Palestiniens eux-mêmes, ensuite parce qu'il y a eu l'action des militants de solidarité. Je dis ça par rapport aux gens qui nous expliquent qu'on a affaire à des lobbies tout-puissants qui manipulent tout. Non, c'est pas vrai. Il y a des lobbies, bien sûr. Il y a des lobbies de soutien à Israël. Et alors, ils ne sont pas tout-puissants.
Et c'est à nous d'être capables, effectivement, de répondre. Et pour être capable de répondre, il faut être informé, il faut se former. Et puis, il faut comprendre qu'on est dans une lutte de longue haleine. Ça ne va pas se finir demain, même si Gaza s'arrête, je n'ai pas l'impression du tout que Netanyahou a la moindre intention d'arrêter les combats. Mais même si ça s'arrête, ça continuera, parce qu'il y aura toujours cette question palestinienne qui est au centre je veux dire, non seulement qui est, à mon avis, au centre de cette guerre-là, mais qui est au centre de toute la déstabilisation du Proche-Orient. Donc c'est important de se former, c'est important de lire Orient 21, et de mener ce travail de fond en étant convaincu qu'on peut changer les choses. Il ne faut pas se désespérer, c'est long, c'est difficile, mais je crois que si chacun s'y attelle et si chacun s'y met, je crois que ça peut donner des résultats et faire ce que nous avons comme responsabilité, c'est de faire changer l'opinion française et de faire changer notre gouvernement. Merci. On va passer donc au débat. Je vous demanderai s'il vous plaît, dans la mesure du possible, de poser des questions courtes pour permettre à tout le monde de pouvoir poser sa question. À vous la parole. Oui. Comment vous entrevoyez la chute du régime d'Assad sur la situation ? Oui, bonsoir. Merci. Il y a eu dans le temps, en Israël aussi, des résistants comme Arafat, l'OLP. Il y a eu des accords qui ont été faits à l'époque avec Rabin, Premier ministre, qui a lui-même été assassiné par la droite ou l'extrême droite religieuse en Israël. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça aussi ? Voilà. Encore une question avant de... Oui. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez fait le parallèle entre l'ANC en Afrique du Sud et le Hamas, on va dire, en Palestine. Et il s'avère que, parmi mes dernières lectures, ce n'était pas prévu, coup sur coup, j'ai lu une BD sur la Palestine et une autre BD sur Dulcie September, qui a été assassinée en France en 1988. Alors, ma question est effectivement, vous avez dit tout à l'heure que l'ANC, à l'époque, bénéficiait du soutien d'une bonne partie de la communauté internationale, contrairement au Hamas. Est-ce que vous imaginez, avec le retournement qu'il y a eu récemment, le mandat d'arrêt contre Netanyahou, qu'on pourrait peut-être imaginer un concert de soutien au Stade de France à la Palestine ? Alors, je ne dirais pas le Hamas, mais à la Palestine. Merci. Bonsoir. Moi, j'aurais également une question sur les perspectives et les solutions. Je voulais savoir si la solution d'un État binational était encore possible, la solution des États. Bon, je vais prendre d'abord cette question. Sur la solution politique, réellement aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'imaginer à moyen terme, en tous les cas, ce que peut être une solution. La seule chose qu'on peut envisager, c'est de dire, c'est l'arrêt de la guerre, c'est l'arrêt de l'occupation de Gaza, c'est la solidarité avec les Palestiniens. Mais en termes de solution politique, comme j'ai dit, c'est aujourd'hui, on est face à des impasses. Des impasses parce que la société israélienne est extrêmement polarisée autour de positions très extrémistes. Mais aussi, je n'en ai pas parlé, parce que la scène palestinienne est éclatée, qu'il y a la division entre le Hamas et le Fatah,
que ces deux pouvoirs qui, pour des raisons différentes, sont en partie discrédités, n'ont pas, à mon avis, de perspective réelle de solution. Donc, c'est difficile. Mais le point de départ reste ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a 16 millions de gens en Palestine, dont la moitié sont des Juifs israéliens, la moitié des Palestiniens, et qu'aucune solution n'est possible sans prendre ça en compte. Et qu'aujourd'hui, la bataille essentielle, en tous les cas en termes politiques, c'est la bataille pour l'égalité. C'est-à-dire, je ne sais pas si on aura un État, deux États, une confédération, un État binational ou un État de tous ses citoyens, etc. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait l'égalité des citoyens. Quand Amnesty International dénonce l'apartheid, elle met en lumière quelque chose qui est évident pour qui est allé là-bas, c'est que vous avez des gens qui vivent à 50 mètres l'un de l'autre et qui ne sont pas soumis aux mêmes lois. C'est la façon la plus simple de comprendre l'apartheid. C'est, si vous êtes palestinien, vous n'êtes pas soumis aux mêmes juridictions, vous n'êtes pas soumis à la même autorité, etc., etc. C'est ça qu'il faut, effectivement, contre lequel il faut se battre. Mais après, la construction d'un avenir commun aux Juifs israéliens et aux Palestiniens, à mon avis, elle prendra du temps. Mais vous savez, en Afrique du Sud, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une lutte qui a été calme et tranquille. En fait, ça a été une lutte qui a duré des dizaines d'années avant de déboucher. Mais une des choses importantes et sur laquelle je suis convaincu, c'est qu'il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas de pression exercée sur Israël, sur la partie la plus forte, qui en fait refuse la solution. C'est en dehors de sanctions contre Israël, je ne vois pas la population israélienne accepter une solution. Et ce n'est pas propre aux Israéliens, si vous voulez. La guerre d'Algérie, d'une certaine manière, en dernière instance, elle s'est gagnée en France, quand l'opinion française a basculé en disant on ne veut plus envoyer des soldats là-bas. Le Vietnam, c'était pareil. Ce n'est pas que militairement le Front de Libération Nationale ou l'armée nord-coréenne avait gagné. Non, ils avaient été écrasés. C'est-à-dire, en 1969, l'offensive du Tet, etc., ils ont subi des coups terribles. Et militairement, ils avaient perdu. Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, le problème dans la stratégie... en stratégie militaire, ce n'est pas la victoire au sens militaire, c'est le moment où l'ennemi ne peut plus continuer le combat. Et vous pouvez avoir une situation où l'ennemi ne peut plus continuer le combat alors qu'il est en position dominante. Donc c'était le cas algérien et américain. Je dirais c'est la même chose en Israël. En Israël, tant que... Si vous voulez, ce qui s'est passé ces 10 dernières années, avant le 7 octobre, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle la population israélienne était très contente. Ils avaient l'occupation continuée. L'essentiel des Israéliens ne la voient pas. Au sens propre, ils ne voient pas ce que c'est. C'est loin, il n'y a pas de conséquences. De temps en temps, il y a un attentat, mais bon, c'est une chose acceptable. Voilà. Et on peut vivre comme un pays occidental normal, avec une population qui aspire à vivre comme dans les pays occidentaux normaux. Ce que le 7 octobre a montré, c'est que ce n'était pas possible. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que Israël paye le prix de son refus d'appliquer le droit international. Et ça, la France et l'Europe devraient y jouer un rôle important, d'autant plus que, on ne peut pas se réclamer du droit international partout dans le monde, face à Poutine, aux Chinois, etc., et de dire ensuite, ah oui, mais quand il s'agit d'Israël, c'est autre chose. Non, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que la décision de la Cour pénale internationale est importante, parce que c'est la première fois qu'il inculpe des dirigeants entre guillemets occidentaux ou blancs comme on veut. Et ça, c'est important. Alors, ces possibilités de faire pression, il y a la possibilité du mouvement citoyen, c'est l'action de BDS pour le boycott d'un certain nombre d'entreprises particulièrement impliquées. D'ailleurs, allez voir sur le site de BDS France les entreprises qui demandent de boycotter. Parce qu'il y a des centaines d'entreprises qui font affaire avec Israël.
Mais à juste titre, BDS a décidé de porter l'action sur Carrefour, BNP, McDonald's, etc. Donc il y a ça. Et puis il y a le faire que, ce qui est d'ailleurs, je crois, a été inscrit dans le programme du nouveau Front populaire, même si je n'ai pas l'impression qu'ils vont arriver à s'entendre demain, mais qu'il y ait un certain nombre de sanctions, notamment la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Et si c'est difficile parce que il faut un accord unanime ou à majorité, il y a la France qui peut tout à fait prendre des sanctions contre différentes sociétés israéliennes, les sociétés militaires avec qui on collabore beaucoup, etc. etc. Maintenant, sur la comparaison ANC-Palestine, je veux dire, ce qui rend la situation sur la Palestine plus compliquée dans les opinions occidentales, c'est la question, évidemment, de la question juive et la question de l'antisémitisme. Et on voit que, je dirais, j'ai envie de dire que l'antisémitisme est la dernière ligne de défense d'Israël aujourd'hui, avec maintenant l'identification totale entre juifs et israéliens, ce qui est très dangereux, pour les juifs français et les juifs européens, et qui est en plus tout à fait faux, quoi. C'est-à-dire, c'est maintenant, quand on s'attaque à des supporters, je ne sais plus quel Maccabi, je crois, à Amsterdam, je ne défends pas le fait qu'on attaque des supporters, mais on s'attaque à des supporters israéliens. Mais là, on a l'impression qu'il y a eu des pogroms qui ont été commis. Et il y a cette volonté de transformer n'importe quelle critique d'Israël en une critique en antisémitisme. Et ça pèse sur les consciences françaises, à juste titre en partie, parce que la France a été complice de ce génocide dans les années 40. Mais à terme, c'est extrêmement mauvais, parce que petit à petit, les gens ne vont plus croire à cette question de l'antisémitisme. Ils vont dire que c'est uniquement une manipulation, ça n'existe pas. Oui, il y a un antisémitisme en France, d'ailleurs essentiellement un antisémitisme de droite, qui n'a jamais disparu, etc. Et à ce propos, d'ailleurs, je veux dire une chose qui est importante à remarquer, c'est que pour Israël, le problème, ce n'est pas l'antisémitisme. Israël s'allie à toute l'extrême droite européenne du moment qu'elle est pro-israélienne. Le fait qu'elle soit antisémite, ils s'en foutent absolument. Et ils ont développé, par exemple, des relations avec des mouvements en Europe de l'Est, le gouvernement israélien, avec des partis qui sont ouvertement négationnistes, c'est-à-dire qui disent on n'a jamais participé au génocide, la Roumanie ou la Bulgarie, on n'a jamais été complice de génocide, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose de vraiment inquiétant sur cette manipulation de l'antisémitisme et qui est dangereuse. Moi, je dirais qu'elle est d'abord dangereuse pour les Juifs. Sur les accords d'Oslo, alors, bon, il faudrait revenir sur toute l'histoire des accords d'Oslo de 93, c'est-à-dire, il faut se remémorer, 91, 93, c'est la première intifada qui est arrivée à bout de souffle, mais qui a quand même remis la question palestinienne au centre. Les États-Unis qui ont fait la guerre contre Saddam Hussein et qui s'étaient sentis obligés, pour avoir l'appui des Arabes, de dire qu'on trouvera une solution à la question palestinienne. Une société israélienne qui est extrêmement fatiguée par toutes ces guerres qui n'en terminent pas. Donc, et la fin de l'Union soviétique qui fait qu'on sort des affrontements Union soviétique, enfin de guerre froide. Et l'idée qu'on peut arriver à une solution. Et il arrive à une solution de compromis, à mon avis un très mauvais compromis, mais on peut en discuter, il faudrait... c'est un compromis qui, par exemple, n'a pas arrêté la colonisation. C'est-à-dire entre 93 et l'échec et disons la seconde intifada, je crois que le nombre des colons a triplé, quoi. Donc, mais au-delà de ça, moi, mon analyse de l'échec, c'est quelque chose de plus profond que ça. C'est de dire en fait que jamais Israël n'a accepté de se dire qu'il discutait avec les Palestiniens sur une base d'égalité et que la vie d'un Palestinien vaut la vie d'un Israélien, et pas la vie d'un Israélien vaut la vie de 100 Palestiniens. Et c'est cette espèce de mépris colonial, elle est vraiment, à mon avis, profondément coloniale, qui a aussi causé l'échec des
des accords d'Oslo. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. La solution, le contexte est très différent. Mais voilà. Dernière chose sur la chute du régime Assad. C'est un peu tôt pour dire. On peut, je vais dire des choses qui n'ont pas à voir forcément directement. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour le peuple syrien. Je veux dire, ne tombons pas dans l'idée que c'est une espèce de complot. Oui, et c'est vrai que les attaques israéliennes ont affaibli le Hezbollah, ont affaibli le régime iranien, etc. Mais la réalité, c'est que c'est un régime qui était fondé depuis longtemps sur la terreur et que c'est un régime qui est tombé. Il y a eu des circonstances qui ont fait que ce régime est tombé. Maintenant, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion? C'est difficile à dire. Le Hayat Tahrir al-Sham, qui est l'organisation qui a essentiellement conquis, qui est une organisation issue d'Al-Qaïda. Et là aussi, c'est intéressant sur le terrorisme, c'est-à-dire que c'est une organisation qui est classée encore par un certain nombre de pays comme une organisation terroriste. Et en fait, c'est sans doute une organisation avec qui on va devoir discuter parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'aussi, ils ont infléchi leur discours. Si vous voulez, une des choses dans le refus, par exemple, vous vous souvenez, en 2006, le Hamas gagne les élections en Cisjordanie et Gaza. C'est des élections libres, il y a des centaines d'observateurs européens, etc. L'Union européenne a poussé à ces élections. Il arrive les résultats des élections, les Européens disent c'est très bien, vous avez voté, mais vous avez mal voté, on va vous boycotter. C'est quand même extraordinaire. Et c'est pas pour dire, c'est-à-dire, il suffisait de dire nous allons discuter avec vous, nous avons des conditions. C'est-à-dire, vous voulez avoir des relations avec nous, voilà quelles sont les conditions. Il faut que vous reconnaissiez tel aspect des accords d'Oslo, il faut que vous acceptiez. Bon. Mais là, on les a boycottés. Et ça a abouti évidemment à l'éclatement du gouvernement qui était un gouvernement d'union nationale, Fatah et Hamas, et à la division en deux entre la Cisjordanie et Gaza. Maintenant, si on regarde l'attitude israélienne à l'égard de ce qui se passe à Damas, ils sont très partagés. C'est-à-dire, d'un côté, ils trouvent que c'est un régime ennemi qui est tombé, encore que, écoutez, quand on voit à quel point la Syrie est restée en dehors des combats entre la Syrie et le Liban et le Hezbollah, entre le Hezbollah et Israël, ils n'ont pas eu une action très active. Et puis ça fait très longtemps que la Syrie n'est pas active dans le soutien aux Palestiniens. Mais d'une certaine manière, les Israéliens disent au moins ça a affaibli l'Iran. Mais d'un autre côté, Hayat Tahrir al-Sham, qui est issu de la matrice à la fois djihadiste, frères musulmans, etc., je ne suis pas du tout sûr que ça sera un voisin plus sûr pour les Israéliens. Donc ça, c'est un peu tôt pour le dire. Et puis il y a un autre acteur qui est majeur là-dedans, c'est la Turquie, qui est, elle, totalement obsédée par la question kurde plus que par d'autres choses. Donc, voilà, c'est encore difficile de dire, mais c'est sûr que c'est, comment dire, je ne sais pas si c'est un tournant, puisque les tournants, il y en a tellement dans l'histoire de cette région, mais c'est une évolution importante avec un affaiblissement de l'Iran, un affaiblissement de la place de la Russie, même s'il semble qu'elle ait réussi à conserver, dans un premier temps, d'avoir un engagement à pouvoir conserver ses bases militaires. C'est incontestablement un renforcement pour Israël, mais c'est encore trop tôt pour savoir quelles vont être les conséquences à terme dans la région. Voilà. Ça marche? Ah oui. J'aimerais avoir vos éclaircissements, enfin votre avis sur le coût financier colossal de cette guerre menée par Israël, qui serait, me semble-t-il, totalement incapable de mener cette guerre sans l'appui financier constant des États-Unis. Et je me dis que
la CPI devrait finir par condamner autant les financeurs de ce génocide que les acteurs eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup pour votre exposé et pour le travail que vous faites sur Orient 21. Moi, j'aurais voulu vous demander où est l'autorité palestinienne ? Que fait-elle ? À part réprimer, donc, d'après ce que j'ai vu, réprimer les résistants dans les camps de réfugiés, à Jénine ou autre. Mais que fait-elle ? Comment expliquer ce silence ? Oui, j'aimerais que vous reveniez aussi justement sur l'appui des États-Unis, la livraison de tonnes et de tonnes de bombes, ce qui permet à Israël de continuer son génocide, tout simplement. Moi, j'ai deux questions. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de Tzedek et quelle différence vous faites avec les groupes juifs et juifs révolutionnaires et mouvements juifs pour la paix? Et notre question, c'est comment on en est arrivé à être d'accord avec De Villepin et quand est-ce qu'on a arrêté de penser en France? Oui, bon, ça fait... peut-être je réponds déjà à ça. Sur De Villepin, je veux dire, De Villepin, il est dans la tradition gaulliste. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est que ça nous étonne qu'il y ait des gens comme ça, mais ça a été très longtemps la tradition d'une partie de la droite française. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que l'homme qui a fait le plus pour le rapprochement avec l'OLP, c'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est lui qui a ouvert le bureau de l'OLP à Paris. C'est lui qui a fait signer à l'Europe la déclaration de Venise qui déclarait en 1980 qui reconnaissait le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et disait qu'il fallait négocier avec l'OLP. Donc il y avait ce type d'hommes politiques. Maintenant, ils ont disparu, à la fois parce qu'il y a une génération qui a disparu, mais parce qu'il n'y a pas eu de relève. Et il n'y a pas eu de relève parce que petit à petit, la grille de lecture, comme j'ai dit, de la question palestinienne s'est transformée en une grille de lecture religieuse, islamique et liée à des problèmes qui n'avaient rien à voir avec la Palestine, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une menace islamique contre contre la République, contre la laïcité, etc. Et ça a paralysé beaucoup de monde. Moi, j'ai pas mal suivi tout ça, comment ça s'est mis en place petit à petit avec les débats sur le foulard. Et petit à petit, on est passé de... Réellement, on a changé l'esprit de la loi de 1905. Comme j'ai dit, on va la célébrer demain, mais en fait, c'est une fausse célébration parce que c'est... Quand on relit les textes des grands Briand, Jaurès, etc., c'était justement d'éviter à la France une guerre religieuse. C'était l'idée selon la formule de Jaurès, c'était il faut apaiser la question religieuse pour poser la question sociale. Et contre une partie de la gauche qui, elle, était laïque, anticléricale fortement et qui pensait que la loi... et qui voulait faire de la loi un instrument de destruction de l'Église catholique. Ce qui a été adopté, c'est une interprétation beaucoup plus libérale. Et quand... Vous savez, après la vote de la loi de 1905, il y avait un courant... anticlérical très fort chez les radicaux, pas chez les socialistes. C'était les radicaux qui étaient le plus anti-cléricaux aussi, parce qu'ils ne voulaient pas parler, ils ne voulaient pas parler de la question sociale. Et il y a eu, par exemple, toute la question, est-ce qu'il faut interdire est-ce que la laïcité est contraire aux processions religieuses ? Et le Conseil d'État a dit non, qu'on avait le droit. Et puis à l'époque, les processions religieuses, c'était quelque chose avec la croix, etc., et les prêtres en soutane, et ça. Puis il y a d'autres gens qui ont voulu, puisqu'on peut faire le parallèle avec le foulard, il y a des gens qui ont voulu interdire que les prêtres qui, à l'époque, avaient des soutanes, marchent en soutane. Tout ça a été battu parce qu'il y avait cette interprétation. Et aujourd'hui, on est passé malheureusement à une autre chose. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que, vous savez, historiquement, la droite est anti-laïque en France. C'est-à-dire la droite, comme l'Église catholique, a été très longtemps anti-laïque. Et aujourd'hui, il y a une espèce de consensus soi-disant pro-laïque qui regroupe Le Figaro, etc., qui en même temps, on peut faire des pages entières sur
le fait que la rénovation de Notre-Dame représente la renaissance de l'esprit français, de sa tradition catholique, etc. Sur les divisions dans les organisations juives en France, en gros, il y a deux courants. Un qui pense que la question israélienne, palestinienne est avant tout une question coloniale, et que le mouvement sioniste est un mouvement qui a été au départ un mouvement colonial, et qu'il faut le combattre, et qu'il faut dénoncer ça parce que c'est au centre un peu de la politique israélienne. Et il y a d'autres courants de gauche qui pensent que le sionisme est un mouvement qui comporte des tendances progressistes, avec qui il faut s'entendre, et qui condamne la colonisation, etc., etc. Mais les divisions sont assez violentes, je crois. Sur le rôle des États-Unis, je veux dire, bon, il y a eu des centaines de livres faits sur la politique, le soutien américain à la politique israélienne. Vous savez, il y a toujours eu deux thèses qui se faisaient face. Un qui disait le soutien d'Israël, le soutien à Israël est le résultat avant tout du lobby pro-israélien, qui est, comme vous savez, en partie un lobby juif et en partie un lobby fondamentaliste chrétien. Et en termes numériques, le lobby fondamentaliste chrétien est bien plus important que le lobby juif. Et la thèse qui était celle de Chomsky, qui dit pas du tout, le soutien à Israël vient essentiellement du fait de la convergence des intérêts stratégiques entre Israël et les États-Unis. Alors il y a des gens qui disent, mais comment, enfin, pour essayer d'expliquer, mais ce soutien à Israël coûte cher aux États-Unis en termes d'image de marque. Mais il ne coûte pas cher en termes de soutien. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays, enfin, on n'a pas parlé des pays arabes, c'est pas tout à fait un hasard, parce qu'ils n'ont rien fait, rien dit. C'est-à-dire, il n'y a pas ce soutien des Américains au gouvernement israélien. Les pays arabes ne le font pas payer aux États-Unis. En 1973, c'est l'Arabie saoudite qui avait déclenché les mesures de rétorsion en termes de pétrole. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, il y a d'un côté le fait qu'il n'y a pas de prix à payer, sinon auprès de l'opinion publique, dans le monde arabe qui est aujourd'hui vent debout contre les Américains et les Occidentaux. Donc. Et puis, il y a l'autre chose, je veux dire, on a parlé de l'Afrique du Sud, il faut bien comprendre que l'alliance entre... Il n'y a pas d'autre alliance aussi solide dans l'histoire récente que celle entre Israël et les Américains. Et Israël a fait une grande partie du sale boulot que les Américains ne voulaient pas faire, dans le soutien aux dictatures en Amérique latine, dans le soutien au régime d'apartheid en Afrique du Sud, dans des interventions en Asie, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exactement sur les mêmes positions. Des fois, il peut y avoir des divergences, etc. Mais c'est vrai que c'est un allié sûr. Et dans la région, c'est le seul allié dont les Américains peuvent se dire il ne va pas tomber demain. C'est l'Arabie saoudite, personne ne peut dire que ça va rester. L'Égypte, personne ne peut se dire que ça va rester aux côtés des Américains, qu'il ne va pas y avoir des révolutions comme l'Iran l'a connu en 1979, mais Israël sont un allié sûr. Et ils sont prêts à payer. Et en fait, c'est les Américains qui payent la guerre. Alors les Américains ont un grand avantage, c'est que c'est eux qui impriment les dollars. Donc ils ont un déficit budgétaire qui, je veux dire, auprès duquel le déficit de la France est vraiment peanuts. Mais ça n'a pas d'importance parce qu'il y a cette confiance en le dollar et ça leur donne une arme, je dirais, qui est importante et qui leur permet de financer, si vous voulez, la guerre. Alors j'ai noté quelque chose, Arabe-Palestine, je ne sais plus. Bon. Sur donc, le coût pour Israël est important, mais il est couvert par les États-Unis. Mais vous avez raison, c'est-à-dire la CPI, c'est une des choses qui est importante, c'est que là, les conséquences de la décision de la CPI, ou peut-être demain celle de la Cour internationale de justice confirmant le génocide, ça a des implications pour tous les États qui ont signé les conventions et qui n'arrêtent pas de dire on veut respecter le droit international, etc. C'est-à-dire que des gouvernements comme le gouvernement français,
je crois que c'est aux Pays-Bas. Il y a un tribunal qui a décidé que les Pays-Bas n'avaient pas le droit d'envoyer des pièces de rechange, je ne sais plus de quel avion, à Israël. Il y a donc toute une série de mesures qui peuvent passer par les tribunaux, et ça peut être effectivement assez inquiétant pour Israël. Il y avait une autre question, j'ai noté évidemment que je n'arrive jamais à me relire. Donc, l'autorité palestinienne. Bon, écoutez, l'autorité palestinienne, elle est... quelque part, elle est morte. C'est-à-dire, la seule... elle sert deux choses. Un, à assurer... Enfin, la coopération sécuritaire avec Israël pour essayer de limiter la résistance armée à Gaza. Et puis, elle finance, je ne sais pas combien, 120 ou 150 000 fonctionnaires, ce qui veut dire beaucoup de familles. Hein, c'est pas... Mais, si vous voulez, au-delà de l'autorité palestinienne, j'attire votre attention sur une chose, c'est-à-dire que, bon, il y a des gens qui disent qu'il faut dissoudre l'autorité palestinienne, etc. Bon, c'est encore une fois, c'est la stratégie des Palestiniens, c'est pas moi qui devais la décider, mais l'autorité palestinienne est l'autorité reconnue par la communauté internationale, qui a permis à la Palestine d'être partie prenante des décisions de la CPI, qui lui permet d'être partie prenante de différentes institutions, UNESCO, etc., etc., qui, d'une certaine manière, a une légitimité qui est donnée par le droit international, c'est-à-dire le fait que pour la communauté internationale, sur le Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, c'est un territoire occupé. Alors, on ne peut pas renoncer à ça comme ça, c'est-à-dire de dire, bon, on va fermer, on recommence à zéro. Ça, c'est donner toutes les armes à Israël. Mais maintenant, comment faire pour faire que ça ne soit pas une autorité de collaboration avec c'est difficile. Et puis, il faut dire, bon, mais ça dit quelque chose sur la manière dont les Occidentaux voient la question des droits humains dès qu'on parle du monde arabe, c'est que dès la mise en place de l'autorité palestinienne entre 1983 et 1994, entre 1993, 1994, 1995, la priorité des Américains et des Européens, c'était la sécurité d'Israël. Donc, on a entraîné les forces de police, on leur a dit, bon, si vous torturez un peu, c'est pas très important. Enfin, non, mais vraiment, je veux dire, il y a l'idée qu'ils fonctionnent selon d'autres règles que nous, et donc c'est un peu normal qu'on leur tape dessus, etc. Donc, c'est un mépris raciste, je dirais, mais il y a aussi le fait qu'on ne croit pas nous-mêmes que les droits fondamentaux qu'on défend partout, ils sont valables pour les Palestiniens. Et donc, on a contribué à créer cette autorité palestinienne avec ces pratiques qui sont des pratiques antidémocratiques. Mais comment on en sort, je ne sais pas. Et la dernière chose, c'est, si vous voulez, ici, on a plein de discussions, et moi, je suis prêt à discuter, parce que j'aime bien les discussions intellectuelles sur un État, deux États, confédération, etc. Mais il faut toujours être conscient que la décision, c'est les Palestiniens qui la prendront. Ce n'est pas à nous de la prendre à leur place. Ni à nous de leur dire il faut qu'ils se battent comme ça, il faut qu'ils fassent... Oui, écoute, on est là, relativement confortablement en France. Eux, ils sont sous occupation. C'est à eux de voir comment ils vont se reconstruire comme force politique et de les soutenir comme on a soutenu l'OLP à une époque où... Enfin, moi, je me souviens, en tous les cas, je veux dire... Je ne pouvais pas dire que j'avais beaucoup d'illusions sur l'OLP telle que je la connaissais, mais c'était l'organisation qui était... Il y avait un consensus palestinien sur cette organisation, sur son combat, etc. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, en dernière instance, c'est les Palestiniens qui décideront, pas nous. Oui, c'est une question plutôt régionale, un peu un follow-up à la question sur la Syrie. Est-ce que la guerre de Gaza et la situation en Cisjordanie, la colonisation, ne risquent pas de pâtir du contexte régional? Je pense au Liban et je pense à la Syrie. Il est intéressant de voir que sur le Liban, le pseudo-cessez-le-feu a été bâti sur une dissociation entre la guerre de Gaza et le soutien du Hezbollah, qui était la position de Nasrallah. Idem pour la Syrie, depuis 2 jours, et c'est tout à fait normal, les médias ont mis en une et ne cessent évidemment de parler de la Syrie. Est-ce que donc cette situation, la question palestinienne, ne risque pas de repasser sous la carpette
dans le cadre d'un remodelage et de l'instabilité régionale, et voire d'un remodelage, du fameux remodelage du Moyen-Orient, en plus avec l'arrivée de Trump au pouvoir. D'accord. Alors, non, j'ai pas une question, mais parce que vous avez bien analysé le cas palestinien, ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé avant. Mais c'est juste 2 minutes, je vais vous donner un petit commentaire. C'est juste pour les solutions. Voilà. Parce qu'il y en a toujours cette histoire des gens qui disent oh là là, mais quelle est la solution pour ce conflit, que ça fait plus que 75 ans qu'on est là, ou tout cela. Oui, mais la question ici, la vraie question ici, c'est que est-ce que à l'autre côté, nos voisins, les Israéliens, est-ce qu'ils sont prêts pour la paix ou non? Est-ce qu'ils sont prêts pour terminer ce conflit ou non? C'est ça la question. Nous, les Palestiniens, si vous posez cette question pour n'importe quel enfant dans la rue, il peut vous donner 3-4 solutions. On commence avec les grandes solutions. Par exemple, allez, donc les Israéliens, on fait un seul État pour tout le monde. Et après, pas de souci, on trouve pas mal de solutions. Une vous demande, vous avez déjà noté, ici, c'était pas mal d'exemples pour des États comme ça. Il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs nations. Oui, mais de l'autre côté, elles vont dire, non, on a d'autres problèmes avec tout cela. OK, pas de problème, d'autres solutions. 2 États pour deux peuples. Oui, mais le problème ici, dans cette solution, il y a des extrémistes à l'autre côté qu'ils n'arrivent pas à reconnaître qu'il y a un peuple palestinien et il a des droits légitimes, reconnus par la communauté internationale. Non, ils ne pensent pas qu'il y a un peuple. Moi, je parle ici de ces extrémistes israéliens. Je ne parle pas de tous les Israéliens, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent la paix, qui veulent vivre, qui veulent tout cela. Mais c'est juste ces extrémistes qui n'arrivent pas à reconnaître qu'il y a un peuple palestinien. Ils pensent que voilà, il y a un groupe de rassemblement d'habitants ici, on peut les siéger, on peut les bloquer, et après, pas de souci, on a le soutien les États-Unis, on peut faire le nettoyage ethnique, on peut faire les génocides, et après, elles vont partir. Mais c'est ça le problème. OK, pas de souci. Est-ce que les décisions de la communauté internationale, c'est nous les Palestiniens qu'on a délivrées? Non, c'est pas nous les Palestiniens. Donc, pas de souci. Nous, les Palestiniens, on accepte 100% l'application de toutes les décisions internationales, de la communauté internationale, concernant le conflit palestinio-israélien. Oui, mais est-ce que nos voisins, les Israéliens, vont accepter? Non, il y aura toujours l'intervention les États-Unis avec le veto. Mais c'est ça la question. Donc, la question, c'est juste, est-ce qu'à l'autre côté, ils sont prêts à l'espoir? Donc, merci beaucoup. Ah oui, à la fin, je m'appelle Islam Eder, je suis palestinien de Gaza. Ça fait 2 mois que je suis en France. J'étais journaliste à Gaza. J'ai quitté la bande de Gaza le 1er mai 2024. J'ai vécu la guerre depuis 7 mois. J'étais journaliste. Merci beaucoup. Oui, ce que vous dites sur Juste une dernière chose, parce que moi, j'ai entendu beaucoup le mot juif. Non, on est convaincu que ce conflit et cette question n'est pas une question religieuse. Est-ce qu'il n'y avait pas de juifs avant 1948? Si, il y avait des juifs. Il y avait des juifs en Palestine avant le 48. Donc la question, arrêtez de dire toujours juifs, musulmans. Non, la question ici, ce n'est pas une question religieuse. La question ici est une question politique. Oui, juste ça me fait penser à... il y a eu en septembre, pendant cette fameuse Assemblée générale des Nations Unies qui se réunit, une délégation de 3 ministres des Affaires étrangères arabes. Il y avait le Jordanien et 2 autres, je ne me rappelle plus, sans doute l'Égyptien, etc. Et ils sont interrogés par la presse occidentale et qui vont dans le sens en disant « Mais est-ce que vous voulez la paix ?» etc., etc. Et le ministre des Affaires étrangères jordanien s'est énervé. Il a pris la parole en disant « Mais je sors d'un sommet qui a réuni tous les pays islamiques, tous les pays arabes, et qui a dit « Nous étions prêts à la paix en échange de la création d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. »
Et je crois que c'est une chose qui, vous avez raison, il faut rappeler sans cesse. C'est-à-dire, ça a été accepté par non seulement les Palestiniens, mais l'ensemble des communautés, enfin des pays arabes et musulmans. Et ça, les Israéliens ne veulent pas qu'on en parle parce que c'est une manière de dire que la faute, elle n'est pas du côté palestinien. Maintenant, sur la capacité les conséquences que peuvent avoir la défaite du Hezbollah face à Israël, les changements en Syrie, etc. C'est difficile, je ne lis pas dans le marc de café, mais l'histoire montre, depuis 1948, que la Palestine reste au cœur de toutes les explosions. Et que chaque fois qu'on a pensé... Vous savez, en 1948-1949, il y a un ministre israélien, je ne sais plus si c'était Moshe Sharet, je crois qu'il il a même été Premier ministre, qui a écrit dans son journal de bord, il dit les réfugiés sont en train de devenir la lie de la terre, ils sont dispersés, ils vont disparaître, et dans une génération, plus personne n'entendra parler d'eux. Il y a toujours eu cette idée qu'ils allaient disparaître. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments où le combat palestinien a pris un coup, et était notamment entre 1949 et les années 50, et avant la renaissance palestinienne avec le Fatah, l'OLP, etc. Puis il y a eu d'autres périodes difficiles comme maintenant. Mais moi, j'ai l'impression que, compte tenu du fait que la Palestine continue d'occuper, ça c'est une chose que des fois les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre. J'ai souvenir d'une discussion avec un ambassadeur français, par ailleurs très brillant, très intelligent, il dit « mais j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si important ». Et j'ai dit parce que, d'une certaine manière, c'est à la fois la dernière question coloniale, ou une des dernières questions coloniales, et c'est au cœur de l'injustice faite à toute la région, c'est qui a été partagée entre les Français et les Britanniques, qui a été sous domination, etc. Et il y a quelque chose dans lequel les opinions publiques, en tous les cas, se mobilisent facilement. Alors bon, donc moi je pense que ça ne disparaîtra pas. Ça ne disparaîtra pas aussi parce qu'il y a dans la région, je ne sais pas, 10 ou 12 millions de Palestiniens, entre ceux qui vivent sur le territoire historique de la Palestine, ceux qui vivent en Syrie, en Liban, en Jordanie, etc. Donc je ne vois pas comment on peut stabiliser la région si on ne résout pas cette question de la Palestine. La dernière chose, c'est sur, j'avais dit un mot sur le journaliste palestinien. Je ne sais pas si vous avez tous entendu, je crois que c'était la rédactrice en chef du Point qui, interrogée sur, je ne sais plus quelle chaîne, a dit les journalistes palestiniens à Gaza, ça n'existe pas. Non, mais c'était on l'a vu sur Twitter, mais elle l'avait dit dans une émission, je crois, de télévision. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que, d'abord, c'est le reflet d'un mépris, c'est-à-dire vraiment incroyable par rapport à ces journalistes palestiniens. Et bon, on a souligné à plusieurs reprises le courage de il y a eu 150 journalistes qui ont été tués, qui continuent à diffuser des images de là-bas, etc. Je veux dire, oui, enfin, le nombre, 150, 200, on ne sait même plus, je veux dire. Mais quand même, cette mépris s'est traduit par quelque chose qui est le fait que, regardez les presses occidentales, combien de temps il a fallu pour que des journalistes de Gaza soient pris au sérieux. Alors, à l'AFP, ils jouent un rôle, mais en dehors de l'AFP, nous, on a été le seul journal pendant très longtemps à avoir un correspondant sur place. Et c'était compliqué. C'est-à-dire, c'est pas... il faut qu'il dicte son article, il faut qu'il ait le réseau, etc. Mais c'était possible. Mais il y a toujours eu cette méfiance que, paradoxalement, il n'y a pas avec les journalistes israéliens ou franco-israéliens qui émettent de Tel Aviv et qui sont la voix portée du gouvernement israélien. Ça, il n'y a aucun problème. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre
du mépris. Et bon, nous, on s'est réjouis du fait que ce journaliste Rami Abou Jamous a obtenu quand même le prix Bayeux des correspondants de guerre, et que j'espère que ça contribuera à faire qu'on entende plus la voix des Palestiniens. Pas pour dire forcément c'est eux qui ont... Enfin, des fois, je dis, vous savez, moi, je ne suis jamais invité, mais je ne souhaite pas avoir un système médiatique où il n'y aurait que mon point de vue qui soit présent. Mais je souhaite avoir un point de vue pluraliste. Et le point de vue pluraliste, c'est aussi la différence des sensibilités. C'est normal qu'un journaliste palestinien n'ait pas la sensibilité d'un journaliste israélien ou d'un journaliste français. C'est ce pluralisme aujourd'hui qui est menacé, ou en tous les cas dont le dernier refuge, c'est les réseaux sociaux, parce que le système médiatique officiel, d'abord, il est acheté, si je puis dire, au sens propre, par des milliardaires et trucs, et puis il ne laisse pas même quand il est le service public, on voit à quel point il ne laisse pas la parole au pluralisme. Voilà, peut-être qu'on va arrêter là, parce que je commence à être fatigué. Désolé pour ceux à qui je n'ai pas répondu. Bon, merci beaucoup Alain Grèche pour cet exposé brillant et merci pour votre présence. Alors je vous rappelle que Alain Grèche va vous dédicacer les livres que vous aurez achetés. Ils sont à l'entrée. Je vous invite tous à acheter les livres et les faire dédicacer. Merci de votre présence. Et d'autre part, vous avez à l'entrée également des produits palestiniens qui arrivent de Palestine et qui sont en vente également. Donc voilà, à gauche en sortant.